Salutations chers disciples d'Avan et bienvenue dans notre 58e review consacrée à l'anime Dino Daiboken. Cet épisode intitulé Un sauveur inattendu a été diffusé le 20 novembre 2021. Il couvre la fin de la confrontation de l'équipe de héros face à Vern et le retour de notre bon roi du mal. Il adapte du chapitre 209 jusqu'à la moitié du chapitre 213, continuant ainsi le 23e volume de l'œuvre originale. Ce 58e épisode de notre œuvre fétiche a été réalisé par nul autre que Kazuya Karasawa, le réalisateur en chef de la série. C'est sa 9e participation sur la série, et cette fois-ci, il a été épaulé par Satoshi Nishimura pour le storyboard, dont c'est également son 9e travail à ce poste. Le directeur de l'animation cette semaine est Nobuo Koizumi, dont il effectue son 5e épisode. Il est toujours accompagné de sa femme Kyoko Izumi pour l'épauler dans son travail. Pour aider ce duo, ils sont accompagnés par seulement 2 autres animateurs pour finaliser l'épisode, et le résultat est au rendez-vous. D'ailleurs, Karasawa s'est exprimé sur Twitter pour parler de sa relation avec Koizumi. Il précise qu'il n'en serait pas là aujourd'hui s'ils n'avaient pas collaboré ensemble sur World Trigger. Il explique également que Koizumi crée tout le mouvement dans cet épisode. Quant à sa femme Kyoko Izumi, elle occupe ici un rôle de second key animator, c'est-à-dire qu'elle remet au propre les dessins pour leur donner un rendu final. Il est assez amusant de noter que Koizumi était le premier character design de One Piece, qui célèbre cette même semaine son 1000e épisode. Pour finir, on ne l'avait pas revu depuis l'épisode 52, mais Kozue Komatsu est revenu à la supervision. Il est enfin temps d'analyser cet épisode, et nous pouvons voir ensemble qu'il fut tout bonnement exceptionnel. Allez, c'est parti! L'épisode débute tandis que Dai reprend son souffle après son terrible assaut contre Vern. Pop est persuadé que le dieu du mal est vaincu. Les deux anciens légas restent bouche bée devant l'incroyable puissance déployée par le héros, tandis que dans le manga, leur faciès restait fermé, comme s'ils savaient que ça n'était pas terminé. Et ils n'avaient vraiment pas tort, Mam n'a même pas le temps de soigner la coterie que l'empereur se régénère intégralement avec un Beoma. L'effet de soin est graphiquement plus localisé que dans le manga, dans lequel la sphère de régénération enveloppait l'ensemble du corps de Vern. Le dieu du mal retrouve toute sa vigueur et se relève avec une animation pouvant rappeler un vampire sortant de son cercueil. Son visage retranscrit parfaitement la planche de base, dans laquelle on pouvait ressentir une froide colère. Dans l'œuvre d'origine, des cases étaient réservées aux pensées de Yunkel et de Crocodile. Ces réflexions ont été conservées pendant un magnifique travelling sur Vern. Une case a toutefois été supprimée, dans laquelle Kilvern disait qu'il avait eu peur pendant un court instant, probablement pour faire la part belle au dieu du mal. Vern comprend à quel point il avait sous-estimé Dai et son incroyable Dragonicora. Un plan de profil est proposé, et le design du dieu du mal tranche pas mal avec les planches originales. Ses yeux sont davantage en amande et son nez est plus pointu. Un visage qui pourrait se rapprocher de celui d'un oiseau. Peut-être que ce choix artistique a été réalisé pour qu'il ressemble au phénix de son Merazoma. Cela lui donne également la prestance d'un chasseur impitoyable. Le dieu du mal décide d'utiliser à son tour son arme légendaire. Dans le manga, il arborait un sourire confiant, tandis qu'ici son visage reste fermé. De plus, à l'origine, Pop se demandait si l'empereur bluffait, ce qui a été également supprimé. La musique majestueuse du dieu du mal nous accompagne, et tout est fait pour se concentrer sur le personnage de l'empereur. Pendant ce temps, Lone Beruk apprend à Badok ainsi qu'au sage de Papnika qu'il est le créateur de l'arme que Vern s'apprête à utiliser. La scène de la révélation de cet équipement est incroyable, et l'aura maléfique du dieu du mal s'évapore pour nous dévaler son apparence. Jamais le sceptre de lumière démoniaque n'aura été aussi magnifique, et un réel effort de mise en scène a été réalisé, là où dans le manga, cette scène ne prenait qu'une demi-page. Le dieu du mal retrouve son sourire sûr de lui, et nous sommes gratifiés d'un sublime plan de Vern auprès de son arme légendaire. Dans le manga, ses yeux étaient noircis, afin de renforcer son côté maléfique, et le mystère autour de son nouvel atout. C'est Lone Beruk qui nous en expliquera les secrets. Ce sceptre est la version ultime du bâton somatique, qui absorbe la magie de son utilisateur pour le transformer en force pure. Cette arme, apparue dans Dragon Quest 3, était limitée dans sa capacité à puiser les points de magie, mais celle de Vern n'a aucune restriction. Dans le manga, une version basique de ce type d'équipement était présentée, pour illustrer les explications du forgeron, et Vern regardait son arme quand il lui demandait de puiser dans ses forces magiques pour créer un vaisseau lumineux. Ici, il regarde Dai, droit dans les yeux, ce qui augmente la sensation de défi. Le matériel d'origine proposait 2 pages pour la transformation du sceptre, et son adaptation est grandiose. L'aura de Vern reste jaunâtre, alors que dans le manga on avait davantage l'impression qu'elle était noire et ténébreuse. Notre jeune héros fonce sur le dieu du mal, et leurs armes s'entrechoquent. Là encore, un gros travail a été réalisé pour rendre le moment plus long et développé. Graphiquement, le résultat est magnifique, et la confrontation est très impressionnante.
Mais le résultat va peut-être diviser les fans de la première heure, étant donné que l'épée met du temps à être détruite. En effet, à l'origine, ce passage paraissait bien plus rapide, et la destruction de l'épée de Dai semblait immédiate. Ainsi, la supériorité de Vern sur le jeune héros était largement plus appuyée. On vous laisse apprécier les 2 pages d'origine. Nous serions curieux de connaître votre version préférée. Dai est complètement en état de choc, et il regarde dans le vide. Ses yeux ont d'ailleurs le même code couleur utilisé pour le coma dans cette adaptation. Dans le manga, la différence entre ces 2 états est plus subtile, notamment l'utilisation d'yeux entièrement blancs lorsque les personnages sont dans les vapes. Vern semble surpris que Dai ait perdu sa combativité, ce qui n'était pas le cas dans les planches de base où il restait impassible. Un passage du manga a aussi été supprimé, dans lequel Lon Beruk expliquait qu'il n'avait pas parlé de cette arme à Dai, car il savait que sa seule chance de victoire était de vaincre le dieu du mal avant qu'il puisse s'en servir. Il ne voulait pas les ôter de tout espoir. À la fin de ce passage, le forgeron indiquait que toute la coterie de héros allait se faire massacrer. Pop tente désespérément de faire ramener Dai à la raison, et dans les planches d'origine, on pouvait voir des cailloux tomber autour du jeune garçon qui ne réagissait pas, comme pour renforcer son incapacité à retrouver ses esprits. Le dieu du mal utilise enfin une de ses plus terribles attaques, le Calamity Wall. Beaucoup de fans attendaient ce moment, et le moins que l'on puisse dire c'est que nous avons été comblés. Le choix des couleurs est superbe, et la sensation de puissance incroyable. Alors que la vague arrive inexorablement, Crocodile et Yunkel s'interposent, et décident de donner leur vie pour tenter de protéger celui qui a sauvé leur âme. La musique est incroyable, et nous emporte en même temps qu'eux. Les pages de base permettaient de ressentir toute la puissance de cette attaque. Mais force est de constater que l'adaptation renforce encore plus la sensation d'inéluctabilité. C'est un travail remarquable, aussi bien au niveau graphique que sonore. Sentant sa mort prochaine, Pop demande à Mam de lui donner la main, pour vivre avec elle ses derniers instants tragiques. Dans le manga, Vern avait son petit sourire habituel face aux 2 derniers survivants, mais ici, il est encore plus développé et sadique. C'est à ce moment qu'Adlar intervient et stoppe l'effet de l'attaque. Le choc est terrible et détruit une partie du palais. Dans le manga, Pop et Mam étaient sur un bloc de pierre et on voyait bien qu'il s'enfonçait, mais on ne pouvait pas voir s'il était complètement tombé. Ici, on voit bien qu'il réalise une chute en plein ciel, ce qui est bien plus lisible et compréhensible par rapport au matériel d'origine. C'est là-dessus que se terminait le chapitre 210 du manga. Adlar et Vern se confrontent verbalement, et bien que l'Archifilon soit encore en vie, étant donné que le cœur des ténèbres faisait partie de son corps, il n'en a plus pour beaucoup de temps. Le dieu du mal décide d'en finir avec lui pour son insubordination. Dans le manga, une ombre sur le visage de Vern marquait son côté impitoyable, et cette direction a été reprise. En revanche, le regard d'Adlar a été modifié, avec une colère bien plus marquée que dans la case de base, où il semblait trembler de peur. Ici, l'animation déforme légèrement son visage, ce qui est plus efficace pour signaler toute sa haine envers Vern. Pendant ce temps, la garde d'Adlar sort des décombres, et toutes les pièces sont indemnes. Ici, seul Im donne un coup de pied pour sortir, là où dans le manga, Block utilise aussi ses bras pour dégager la pierre autour d'eux. Quelques cases de dialogue ont été supprimées, dans lesquelles le pion se demandait bien comment ils avaient pu être sauvés, et Im avait alors une pensée pour Block. Hélas, ça n'a pas été repris. À peine arrivé sur les lieux, la garde est faite prisonnière par le Toma Mesaijin de Miss Vern, tandis qu'Albinas se retrouve sous la faux de Kilvern. D'ailleurs, à l'origine, la reine avait une réaction de surprise quand elle sentait la faucheuse derrière elle, ce qui montrait à quel point il s'agissait d'un adversaire redoutable et agile. Im ne peut pas se résoudre à ce que cela se termine comme cela, mais ne peut malheureusement rien faire. Vern fonce sur Adlar avec son sceptre, mais l'Archifilon s'empare de la lame. Le regard de l'Empereur du Mal a été modifié, et sa réaction est beaucoup plus marquée que dans le manga, où son faciès restait relativement neutre. La direction artistique d'Adlar a quant à elle été maintenue, avec des ombrages sur ses yeux pour maintenir le suspense autour de sa réaction. L'Archifilon repousse le dieu du mal avec ses flammes infernales, et un travail incroyable a été réalisé sur son regard. On ressent bien toute la rage et la rancœur qui l'animent. Dans le manga, le plan était différent, et le regard était déterminé, mais sa réaction est encore plus vive dans cette adaptation, c'est un super boulot. Vern ne comprend pas comment Adlar a pu ressusciter sans l'aide de son aura des ténèbres. L'ancien roi du mal aurait-il pu revenir d'entre les morts par sa propre volonté? Adlar marche avec classe et dignité vers son nouvel ennemi, et Miss Vern le somme d'arrêter. Une réplique a été supprimée, dans laquelle le légat des ombres disait qu'il ne tolérait aucun manque de respect envers l'empereur. Mais Adlar se moque de ses menaces quant à la survie de sa garde. Après tout, il sait qu'il va mourir, et que leur vie est liée à la sienne. Il fonce sur Vern bien déterminé à en finir avec lui. C'est ainsi que se terminait le chapitre 211 du manga, avec un regard de Vern marqué par un mélange de peur et d'incrédulité qui ne lui ressemblait absolument pas. Le dieu du mal n'arrive pas à trancher l'épée d'Adlar,
il a perdu bien trop d'énergie. Dans le manga, une case avec un fond noir présentait Vern pour la première fois en plein doute. Son pouvoir serait-il sur le déclin? Ici, son regard est empli de colère et de haine vers son ancien sous-fifre. Ses réactions sont donc différentes, et le regard d'Adlar est aussi plus marqué que dans le manga. Même le Kaiser Phoenix du dieu du mal reste inefficace. L'anime nous offre un plan large d'Adlar en train de contenir cette terrible attaque, là où dans le manga on se contentait d'une case autour de ses mains. Cette fois-ci, la réaction du dieu du mal est terriblement fidèle au manga, et on peut ressentir la peur dans ses yeux. Adlar veut en finir avec un Choma Bakuen-A, mais est arrêté par Zaboera. Eh oui, il a sûrement pu sortir de prison suite à l'explosion du cœur des ténèbres. Dans le manga, un faux suspense avait été réalisé avec un travail d'ombrage sur celui qui avait arrêté l'Archifiélon. Un excellent travail sur le visage du triste sorcier a été réalisé pour marquer sa perfidie, et on peut aussi davantage observer Adlar se débattre. Vern décide d'en finir en empalant son adversaire, et contre toute attente, Block profite de ce moment pour révéler sa vraie forme, celle d'une pièce svelte et incroyablement rapide. Les plans autour de cette révélation étaient repris tels quels du manga, et c'est une bonne réussite. De toute évidence, aucune pièce ni même Adlar n'était au courant de ses capacités. Block est aussi capable d'échanger sa place avec celle de son maître. Notons que dans le manga, Sigma commente la rapidité de Block. Ses premiers et derniers mots resteront gravés dans nos mémoires. Je vous confie le seigneur Adlar. Et ce, par le seiyuu Tokuyoshi Kawashima. Enveloppé d'une bulle de protection, Adlar et le reste de la troupe sont envoyés à l'abri. Les plans sont encore extrêmement fidèles, jusqu'au souci du détail des blocs de cailloux agglutinés autour de la sphère. La triste pièce d'échec explose, et c'est sur cet incroyable plot twist que se terminait le chapitre 212 du manga. Im hurle sa peine devant le sacrifice de son ami. Dans l'œuvre d'origine, il en pleurait, et c'est peut-être le côté négatif de cet épisode qui n'a pas repris cet élément pourtant très important. Nous n'en dirons pas plus, mais il est incompréhensible que ce détail ait disparu. Quant à Adlar, on peut voir à quel point il a changé depuis le début de l'aventure. Là où avant il n'aurait eu que faire du sacrifice de son subalterne, aujourd'hui il est affecté par cette disparition. Vern explique alors ce qui s'est passé. Block a réalisé un rock, une célèbre technique d'échec, qui était d'ailleurs illustrée dans le manga avec un plateau. Toutefois, il est interdit d'utiliser cette technique lors d'un échec et mat, et Vern détruit de rage la tête de la pauvre pièce inanimée. Le ciel s'éclaircit, et Vern semble être surpris. Là où la scène initiale ne nous permettait pas de voir son visage, étant donné qu'il s'agissait d'un plan d'eau. Cette lumière est celle de la mère des dragons, génitrice des chevaliers dragons. Celle-ci emporte le corps de Dai devant les regards incrédules de Pop et Mam, qui ont survécu en tombant dans la mer. Cette scène était illustrée dans le manga dans une double page qui a marqué bien des lecteurs. Aussi incroyable que cela puisse paraître, il semblerait que Dai soit mort. Son corps est emporté par Mother Dragon, tandis que son ami hurle de ne pas partir. Pourtant, il faut se rendre à l'évidence. Tout est fini, et Vern annonce sa victoire. Les armes de Yunkel et Dai retournent à leur créateur, puisqu'elles ne peuvent plus trouver leurs utilisateurs. Même si Mother Dragon engendrait un nouveau chevalier dragon, il serait trop tard, car Vern va réduire la surface de la Terre en sang dans quelques jours. Une musique triste et solennelle marque la fin de l'épisode, tandis que nous sommes gratifiés d'un incroyable plan harmonie présentant le dieu du mal annonçant la destruction du monde. Ironiquement, il n'y a désormais plus qu'Adlar qui puisse lui tenir tête. Comment le reste de la coterie va pouvoir se relever après cela? Dai est-il vraiment mort? Rendez-vous la semaine prochaine pour le savoir. L'épisode était attendu par beaucoup de fans et couvrait la fin d'une des confrontations les plus palpitantes du manga. Et quelle confrontation! Ce terrible combat se conclut sur une victoire de Vern, le terrible empereur du mal. D'un point de vue technique, l'épisode nous a régalé, et c'est vraiment une bénédiction d'avoir des épisodes quasi solo de Noboru Koizumi. C'est un travail qu'il n'avait pas pu accomplir quand il était character designer de One Piece. Cet épisode nous offre de nombreuses masterclass, et c'est un régal pour les yeux. De plus, les musiques permettent de décupler l'émotion sur les scènes, que cela soit sur le Calamity Ball de Vern, l'assaut d'Adlar, ou bien évidemment l'incroyable révélation autour de Block. Évidemment, tout ne sera pas parfait aux yeux de tout le monde. Ainsi, la destruction de l'épée de Dai pourra paraître moins immédiate que dans le manga. Ainsi que la suppression de quelques répliques comme celle de Lon Beruk pour en décevoir certains. De plus, la disparition des larmes de Im choquera probablement les amateurs historiques de l'œuvre, étant donné qu'il s'agit d'un élément indispensable à son évolution. Mais ne boudons pas notre plaisir, cet épisode a été exceptionnel et restera parmi les plus réussis. Et vous en avez pensé quoi?
Cette 58e review désormais terminée, nous espérons que vous l'avez appréciée. Si vous aimez nos vidéos et que vous voulez nous aider dans notre grande aventure, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour nous donner le courage de continuer. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux respectifs, ainsi que de nous rejoindre sur notre Discord, dont les liens sont toujours en description. Allez, prenez soin de vous chers disciples d'Avan, et à la semaine prochaine.